Bonsoir à tous. Ne pas se chauffer ou presque pas se chauffer différemment, en tout cas pendant 36 mois, pardon. C'est le défi Slow Heat. 29 ménages y ont participé. L'opération s'est clôturée vendredi à Anderlecht. Nous vous avions déjà parlé dans cette émission de ce projet il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, on revient sur cette expérience qui a l'ambition de remettre en question notre manière de nous chauffer, de l'envisager autrement. Alors, qu'est-ce que cela a changé dans la vie des participants? À quelles difficultés ont-ils été confrontés? Et maintenant, comment faire pour que cela puisse être source d'inspiration pour d'autres à l'avenir? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. Une chose semble acquise, en tout cas, c'est que ceux que nous avons rencontrés vendredi veulent continuer, même si ça n'a pas toujours été simple. Écoutez ces témoignages. Au pire de l'hiver, on est descendu à 15 dans le salon. Mais, Et ça vous a pas posé de problème? Non, ma compagne mettait parfois une petite couverture chauffante, enfin un chauffe-épaule. Et oui, moi, pour télétravailler, j'avais des mitaines et un plaid que je mettais autour de moi. Généralement, ça suffit. Tout continue normalement. C'est juste une manière en hiver, de penser à s'habiller en conséquence, à tenir compte du fait que je vais aller à d'autres endroits où c'est pas la même chose par rapport à la température. Autrement, chez nous, c'est plus positif parce que par exemple, à la maison, on n'utilise plus d'humidificateur parce qu'avant, c'était vraiment trop sec. Et à l'inverse, on va régulièrement à la mer. Et là, on avait des gros problèmes d'humidité. Donc ça dégoulinait le long des vitres. Et maintenant, on n'a plus ce problème-là. Donc ça, je trouvais ça plus sain, en fait, comme manière de fonctionner. Et vraiment, au niveau santé, je me sens mieux. J'ai l'impression d'être plus tonique, d'être moins fragile. Voilà, plus tonique, moins fragile. Amélie Ancio, bonsoir. Vous êtes co-chercheuse, vous êtes aussi participante à cette opération Slow Heat. Pour vous aussi, rien que du positif? En tout cas, principalement du positif. C'est sûr que cet exercice nous a montré que finalement, c'était plus facile que ce qu'on pouvait imaginer. Ouais, si on prend l'avant, quand vous avez commencé, qu'on prend maintenant, vous avez 36 mois derrière vous, qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à la chaleur? Alors peut-être que c'est une barrière psychologique. Je sais bien qu'en commençant le projet, je me disais finalement, moi, vivre sous 19 degrés, c'est impossible. Et Slow Heat m'a appris, en tout cas, à me détacher de la température, à me détacher de mon thermomètre. Et finalement, je me suis rendu compte que sans trop d'efforts, c'était tout à fait possible pour moi de vivre à 17-18 degrés, ce que j'aurais pas fait sans l'expérience. Alors, Geoffrey Van Moezeik, bonsoir. Vous êtes aussi co-chercheur, ingénieur architecte, et vous avez participé également avec votre famille à l'opération Slow Heat. Alors, il y a un chiffre que vous citez également. La température moyenne pour les participants, c'est 15 degrés 2 et une diminution de 57% de la consommation d'énergie. Mais vous voulez pas qu'on fétichise cette température. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un concours à celui qui vivra à la plus basse température. Slow Heat, c'est que chacun puisse trouver un bon équilibre entre les besoins de son corps, les besoins de son bâtiment, les besoins de sa famille et son mode de fonctionnement. Et donc ce 15, c'est une moyenne, mais certains étaient à 12, d'autres étaient à 17, et c'est tout aussi bien, c'est le même effort de changement. Alors, même question pour vous, hein. Vous avez fait ça en famille, vous avez 4 enfants, donc toute la cellule familiale y participait. On se dit avec les enfants, c'est compliqué, or vous ne l'avez pas du tout ressenti comme ça. C'est d'ailleurs ce que nous ont dit tous les participants. C'est presque plus facile pour eux que pour nous, en fait. Les enfants, ils ont un corps différent, ils sont beaucoup plus actifs, ils ont moins d'inhibition à se mettre des couettes, des couvertures, des doudous, et donc il n'y a eu aucune difficulté avec eux. Oui, parce que il y a tout de même des gens qui nous regardent maintenant et qui se disent comment est-ce que ces chercheurs, ces participants peuvent dire qu'il n'y a pas de difficulté? Parce qu'on a pris le temps de le faire, on a été encadré, on a été dans un groupe et donc on a pu se soutenir, se partager les trucs et astuces et on a fait ça dans une espèce de bulle un peu protégée qui est celle du projet de recherche. Et dans ces conditions-là, on a pu y arriver. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra le faire comme ça du jour au lendemain, mais ça montre que c'est possible. Alors Vincent Bailly, bonsoir. Vous aussi, vous avez participé à cette opération Slow Heat. Alors il faut dire que votre cas est un petit peu différent parce que vous vivez déjà dans une maison basse énergie. Il y a
un seul poêle pour la maison. On peut dire que vous partiez avec une petite longueur d'avance dans l'acceptation de cette opération. Est-ce que pour autant ça a été simple pour vous? Alors, ça n'a pas été forcément si simple. On partait avec une longueur d'avance par rapport à notre seuil de consommation maximum. Par contre, quand on ne chauffait pas, la température chutait quand même. On se retrouvait quand même aussi avec 12 degrés dans la chambre et 14-15 degrés au rez-de-chaussée. Ouais, c'est bien la preuve que l'isolation suffit pas finalement. On nous dit souvent isoler vos maisons, c'est la solution. Vous venez nous dire que c'est pas que ça la solution. Non, donc si on veut monter sa température, tenir les 18-19 degrés, il faut chauffer. Et si même au cœur de l'hiver, on veut tenir les 17, dans tous les cas, il faut un apport de chaleur, si faible soit-il. Mais nous, par exemple, on part de 4 à 5 stères de bois en chauffant allègrement. Et ici, on est descendu à 1 stère en étant attentif à nos consommations. Ouais, ce qu'on remarque, en tout cas, vous le dites, vous avez un petit peu vécu dans une bulle, vous avez été soutenu. Ce dont on a pu se rendre compte, c'est que c'est un changement, en tout cas pour la famille. Il faut le préparer parce que ça peut être source de tension. Écoutez ce petit témoignage. J'ai entraîné ma famille là-dedans. Et comment ça s'est passé? Avec parfois des petites tensions avec ma compagne, sur se mettre d'accord sur jusqu'où on va, où on met le curseur, chacun allant à son rythme, Moi voulant aller vite et ma compagne voulant aller étape par étape, donc il y a eu des petits ajustements au fur et à mesure. Oui, Vincent, vous aussi, vous étiez le moteur en fait dans l'opération Slow Heat. Il a fallu effectivement beaucoup en parler en famille. Je suis arrivé un peu avec mes gros souliers là, pour proposer ça. Mais assez vite, on a discuté, un petit conseil de famille avec les enfants, avec mon épouse. Et on s'est quand même décidé ensemble d'y aller. Les enfants ont eu très facile. Mon épouse, c'était un peu plus compliqué. Et à refaire cette année, donc on en a reparlé et on est tous décidés de le refaire. Mais on va mettre des petits soutiens en plus. Notamment, je pense à un cap chauffante ou quelque chose comme ça pour venir en support pour les moments plus difficiles, quoi. Vraiment prendre de l'attention à ce que chaque personne trouve son confort dans la situation, dans l'histoire. Oui, alors ce qui est sûr en tout cas, c'est que vous allez tous continuer, quoi. Il n'est pas question qu'on ait le chauffage à 22 l'hiver prochain, Amélie. Non. En tout cas, à titre personnel, je pense que ce qui effectivement est hyper important, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas une température qui convient à tout le monde et à toutes les situations. Chacun est différent et chacun, dans certaines situations, a besoin d'un apport différent. Pour prendre un exemple très simple, moi, effectivement, quand je fais du télétravail, j'aime bien avoir chaud. Et dans un environnement même chauffé à 21 ou 22 degrés dans mon bureau, je peux avoir froid. Mais avec le sous-clavier chauffant, pour moi, c'est une chaleur plus confortable d'avoir un chauffage directement sur mes mains et je préfère être dans un environnement à 15 degrés avec un chauffage chauffant sur les mains plutôt qu'un environnement à 21-22 degrés. On verra effectivement plus tard dans l'émission tous les petits trucs qui peuvent être mis en place. Mais il y a un vrai questionnement pour vous, Geoffrey, c'est vous questionnez la norme, le rapport à la chaleur. Vous dites pourquoi on dit 19 degrés, pourquoi on dit 21 degrés. Ce sont des questions que vous vous posez aujourd'hui. Oui, parce qu'on a une espèce de norme sociale qui dit qu'il faut au moins 20 degrés ou 19 degrés dans ces ordres de grandeur-là. En fait, ça vient d'un peu nulle part au niveau scientifique. Il y a des travaux qui sont faits sur le confort dans les bureaux, il y a des travaux qui sont faits sur la neutralité, à quel moment est-ce qu'on ne ressent rien. Ça, on le connaît au niveau scientifique. Mais qu'est-ce qui est agréable? Ça, par contre, on n'en sait à peu près rien. Et donc, il y a une façon de faire moyenne, collectivement admise, qui est 19-20 degrés. On peut complètement remettre ça en cause, moyennant des dispositifs, des soutiens, des conditions et de l'expérimentation. Ouais, vous parlez de cette norme, et c'est effectivement ce à quoi beaucoup de participants ont été confrontés, c'est le regard des autres et la difficulté parfois à expliquer, voire même à assumer le fait de participer à l'opération. Écoutez. On est un peu honteux de dire qu'on vit dans un logement plus froid. J'avais peut-être moins envie d'inviter des gens chez moi. Et je devais un peu me justifier quand des gens venaient en disant voilà,
je fais une expérience, je travaille sur le projet de recherche Slow-It, ça m'aidait un peu à faire passer la pilule. Et finalement, je me suis aussi rendu compte que pas mal de gens faisaient eux-mêmes des efforts chez eux sans faire partie d'un projet de recherche ou quoi que ce soit. Et donc voilà, pour cet hiver, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Et je vais encore le pratiquer cet hiver et je vais en parler encore plus autour de moi. Mes parents, par exemple, ils ont refusé de venir chez nous le premier hiver en disant qu'ils allaient avoir trop froid. Je pense que la deuxième année, ils avaient un peu oublié le projet. Donc, ils sont venus chez nous et ils n'ont rien dit. Et la même chose avec des amis qui avaient dit, nous, l'hiver, ce ne sera pas possible de venir chez vous, qui sont venus le deuxième hiver et qui nous ont dit textuellement, on pensait qu'on allait avoir froid et en fait, non. Ouais, ben voilà, hein, des gens qui ne sont pas convaincus, qu'il faut convaincre. Vous, Amélie, vous êtes sociologue et donc vous avez étudié tous les commentaires sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu à un moment donné, avec la crise énergétique, un énorme emballement médiatique autour de l'opération Slow-It, avec un déferlement de commentaires énormes. Vous avez été frappé par ces commentaires, dans quel sens ? Bon, on a été frappé en voyant tous ces commentaires sur plusieurs aspects. Le premier, c'est d'abord le nombre. Donc, grosso modo, sous 20 articles de presse, on a récolté plus de 15 000 commentaires, ce qui est vraiment énorme. Ça, c'est une première chose. Le deuxième point qui était impressionnant, c'était aussi la virulence des commentaires. C'était des commentaires très forts, très agressifs, parfois violents, nominativement à notre égard. Ça, c'était très surprenant. Donc vous n'étiez pas compris, en fait. On n'était pas compris, et ce qui était intéressant de comprendre aussi, pour nous, avec un peu de recul, c'était de se dire que finalement, le chauffage, on touche quand même à l'intime, et on touche quand même à un sujet qui est sensible. Ouais, et par rapport à ça, sur ces expressions, on n'est plus au Moyen-Âge, vous revenez en arrière, comment vous réagissez par rapport à ça, Geoffrey ? D'abord, on essaye de déconstruire les peurs. On n'impose rien à personne. On n'est pas là pour dire aux auditeurs ici ce qu'ils doivent faire chez eux. Chacun est encore libre de ça. On raconte ce qu'on a fait. Et on explique que pour nous, ça a été possible. Ça, c'est un premier point. Et puis, oui, le retour au Moyen-Âge, on l'a entendu souvent. Alors déjà, au Moyen-Âge, on ne chauffait pas, ou quasiment pas. On avait encore un historien il y a quelques jours qui nous en parlait. Ça met en question, effectivement, c'est quoi le progrès ? Est-ce que le progrès, c'est toujours plus de technologie ? Est-ce que c'est toujours plus d'assistance autour de nos corps ? Est-ce que le progrès, à un moment, c'est pas se reconnecter aussi, se recentrer et se faire confiance pour essayer des choses ? Ouais. Et vous, Vincent, ça a été quelque chose qu'il a fallu expliquer aussi beaucoup, pas seulement en famille, hein, mais aux proches ou aux personnes à qui vous en parliez ? Oui, c'était une opportunité de créer le débat, quoi. Et quelles étaient les réactions ? Vous avez aussi des réactions négatives à certains moments ? Plutôt interrogatif, de se dire, tiens, vous vivez déjà dans un logement qui ne nécessite pas beaucoup d'énergie pour avoir une température de confort. Alors du coup, ça vient sur la question du confort. Qu'est-ce que c'est le confort ? Ouais, et justement, Geoffrey, cette notion de confort, aujourd'hui, vous la mettez en débat, vraiment, hein. Oui, il faut qu'on en parle au sein du ménage, au sein de la famille, et puis plus largement, collectivement. Pour ça qu'on est présent ici aussi dans les médias. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut ne rien sentir tout le temps, être dans une neutralité absolue, 20 degrés à la maison, 20 degrés dans les transports en commun, 20 degrés au bureau en permanence ? Ou est-ce qu'on ne peut pas trouver un peu de plaisir à une certaine amplitude de variation ? Évidemment, il ne s'agit pas d'être mal, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre d'avoir froid pour avoir le plaisir de se réchauffer, comme on attend d'avoir faim pour manger ? Il y a un plaisir au gradient, au plaisir à la variabilité d'exposition, et c'est ça qu'on essaie de remettre au goût du jour avec Slow-It. Ouais, et ça, vous avez retrouvé vraiment cette notion de chaleur à un moment donné, puisque l'idée, c'est qu'on chauffe plus le corps et moins le bâtiment. Vous avez retrouvé finalement cette sensation de chaud et froid, et passer du froid au chaud avec un certain degré finalement de satisfaction. Oui, tout à fait. Je prends souvent l'exemple où quand on revient d'une balade à l'extérieur l'hiver, on est content de rentrer chez soi dans une atmosphère qui était plus chaude. C'était un peu la même chose qu'on expérimentait à la maison, où on était dans des ambiances plus froides, et puis on allait par exemple prendre une douche bien chaude, et c'était vraiment un sentiment réconfortant, un sentiment qui était chaleureux, agréable, particulièrement agréable, parce qu'on venait dans un environnement plus froid. Ouais. Alors ce thème-là, ce mécanisme de compensation, Geoffrey, est-ce qu'il a existé ? À un certain moment, vous avez froid, donc vous prenez plus de bains,
vous prenez plus de douches, vous chauffez plus avec la petite chaufferette. Est-ce que ce mécanisme-là, il existe? Oui, bien sûr, il y a des comportements de compensation, des transferts du chauffage vers l'eau chaude ou vers la cuisine ou vers les outils électriques qu'on utilise parfois pour se réchauffer. C'est pour ça que dans la communication autour des résultats du projet, on parle en énergie globale. Donc quand on dit 57% d'économie de combustible, c'est y compris la cuisine quand elle est au gaz, y compris l'eau chaude. Et on a observé nos consommations électriques aussi, en s'attendant à les voir monter, en se demandant est-ce qu'on ne va pas effacer sur l'électricité l'économie de gaz? Et en fait, non, on a réduit nos consommations électriques. Ouais, et pour vous aussi, Vincent? Oui, significativement aussi, en fait, en faisant attention, tout simplement. C'est vraiment cet effet tache d'huile. C'est des moments où on porte attention sur notre sensibilité thermique. Cette attention-là, on la porte sur d'autres aspects aussi. Et ça pousse à être plus attentif à d'autres choses, mais pas en étant comme une contrainte, mais c'est aussi une forme de plaisir, de satisfaction, de se dire, ah ben tiens, en fait, il y avait encore moyen de gagner des choses à gauche, à droite, et c'est sans difficulté, quoi. Alors, on l'a vu, on va voir tout de suite dans ces images, il y a des moyens de se réchauffer. On le voit particulièrement en télétravail, quand on est face à son ordinateur. Il y a des mécanismes, voilà, des petits chauffages de proximité, comme vous les appelez, avec des petits tapis chauffants ou là des petites cloisons chauffantes. Est-ce que, Amélie, vous qui avez testé ça, vous nous en avez déjà parlé un peu. Est-ce que c'était agréable? Est-ce que ça suffisait? Pour moi, en tout cas, à titre individuel, c'était tout à fait suffisant et c'était beaucoup plus agréable que le chauffage central. Après, je pense que ce genre de chauffage de proximité, chacun doit le tester pour voir ce qui lui convient. Ouais, on voit que vous avez dû chercher à un certain moment. Est-ce que, Geoffrey, vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il manque de substitut finalement à ce chauffage central qui est un peu partout aujourd'hui? Oui, parce que les produits qu'on a utilisés ne sont pas à la base des produits conçus pour être des équipements de chauffage. Ce sont des outils de bien-être, de massage, de plaisir quelque part, antidouleur, etc. Et on les détourne pour un usage de chauffage. Et donc ce n'est pas en général parfaitement adapté. Et puis ce sont souvent des produits qu'on achète sur des grandes plateformes qui viennent de Chine, qui ont une qualité insuffisamment durable. Et donc on est en attente d'entrepreneurs locaux qui se lanceraient dans le développement de solutions de chauffage de proximité. Oui, parce que vous dites à un moment donné, on pourrait vraiment réfléchir à chauffer certains meubles, qu'il y ait des sièges chauffants, comme il y a dans les voitures d'ailleurs à certains moments, puisqu'il y a aussi des volants chauffants dans les voitures. Il y a vraiment toute une série de choses à développer. Tout à fait. Dans la voiture, le siège chauffant est conçu comme le summum du luxe. Et dans la maison ou à son espace de travail, on est des extraterrestres à le proposer. Alors que, a priori, si c'est agréable dans la voiture, ça peut tout à fait l'être à la maison aussi. Et donc oui, développons des éléments de mobilier, des éléments vestimentaires aussi, qui permettent de compenser le froid de l'ambiance. Ouais, pour vous, Vincent, vous n'avez rien utilisé en fait comme substitut à un moment donné pour vous chauffer, style radiant ou des choses comme ça Donc on avait équipé toute la famille de sous-vêtements thermiques en mérinos. Donc c'était des vêtements passifs. Ça a eu un effet vraiment significatif, ça c'est clair, tout le monde le portait, donc il n'y a pas photo là-dessus. Mais cette année, je crois que pour le télétravail, je vais tester un équipement peut-être actif en plus pour éviter de devoir, donc pour utiliser le moyen le plus efficace possible, donc d'abord le plus près du corps et éviter d'avoir un radiant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va être une petite expérimentation de cette année. Alors j'imagine qu'on vous a posé souvent la question de l'humidité. Que faire si mon bâtiment est humide? On va le voir chez une participante. En tout cas, l'humidité de son appartement a eu une influence. Remarquez qu'au niveau de mon appartement, c'était une température de confort, entre 15 et 16. Selon si le temps est sec, je tiens 15. Si le temps est humide, je tiens 16. Pour la raison que j'ai remarqué des condensations par temps humide au cas où j'ai baissé ultérieurement ma température. Je ne peux pas descendre en dessous de 15. J'aurais bien essayé pour voir, mais en dessous de 15, ça condense dans certains points thermiques parce que l'appartement est mal isolé. Alors la question de l'humidité, est-ce que tout le monde peut descendre à 12 degrés ou 13 ou 14 ou 15 dans sa maison ou dans son logement? Non, là, il y a une grosse précaution à faire. C'est possible si le logement est sain.
S'il y a un problème d'humidité, il y a une infiltration, une condensation quelque part, le froid va augmenter les problèmes. Donc là, il faut vraiment être très prudent. Et c'était une condition d'entrée dans le projet. On faisait une vérification chez les candidats que le logement, effectivement, est sain. Une fois que le logement est sain, qu'il n'y a pas de dégâts, de problèmes d'infiltration d'eau, c'est une question de ventilation. Si on ventile correctement, qu'on aère dès qu'on est présent dans une pièce, l'humidité générée par la respiration est évacuée. Et alors, le froid ne posera pas de problème. Ouais, si on n'a pas une bonne ventiler quand pratique, il fait 0 degré dehors, c'est pas très simple non plus, quoi. C'est quelque chose à apprendre. c'est plus facile s'il fait 15 degrés que s'il fait 20. Le contraste est moins important, mais c'est vrai que c'est un apprentissage aussi. Ça fait partie des peurs, des réflexes à prendre autour du slow heating. Ouais. C'est devenu un automatisme pour vous, la ventilation à la maison? Oui, c'est clair que ça devient un geste un peu automatique. On s'est aussi rendu compte qu'un un environnement plus ventilé était aussi plus sec. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais plus confortable parfois avec 1 ou 2 degrés en moins, mais un air plus sec. Ouais. Pour vous, Vincent, c'était un peu plus simple parce que j'imagine que dans votre maison basse énergie, il y a un système de ventilation. Oui, donc nous, on a une ventilation mécanique contrôlée. Et chez nous, c'était l'inverse. Au plus on est froid, au plus c'est confortable par rapport à l'humidité parce que le niveau d'humidité remonte, quoi. Alors Geoffrey, maintenant, bon voilà, l'opération est terminée, vous avez fait ça pendant 36 mois, les convaincus, vous allez continuer, mais qu'est-ce que vous voudriez que ça devienne finalement aujourd'hui Slow Heat? Est-ce que c'est quoi? C'est des trucs et astuces en open source? Quel est l'avenir du projet maintenant? Alors, il y a 2 grandes orientations. Il y a un côté recherche, il y a encore plein de choses à explorer dans d'autres environnements. C'est quoi Slow Heat à l'école? C'est quoi Slow Heat au travail? C'est quoi Slow Heat avec des ménages moins convaincus au départ ou plus en précarité? Donc là, c'est du côté recherche. Et puis, il y a un travail de diffusion qui s'ouvre aussi. On crée une ASBL pour prendre ce relais-là, aller parler du slow heating, raconter notre expérience et accompagner tous ceux qui voudraient essayer avec notre expérience. Ouais, vous allez, vous, continuer à finalement informer, je ne vais pas dire prêcher parce que le mot est mal choisi, mais en tout cas continuer à diffuser tout ce que vous avez acquis. Absolument, et je pense que c'est vraiment un point essentiel de se dire que finalement, il y a d'autres manières que le chauffage central pour se chauffer. Oui, mais il faut tout revoir en fait, la manière dont on conçoit les espaces. Aujourd'hui, vous parliez de pièces refuges, la manière d'isoler même. Pour vous, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être remises en question. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le présupposé que toute la maison est chauffée, notamment tout ce qui est règles de rénovation, de performance énergétique des bâtiments. Alors, on est complémentaire à ça, mais c'est vrai qu'à un moment, on peut s'interroger sur d'autres façons de rénover en n'ayant que des pièces chaudes. La pièce où on peut aller se réchauffer en plein hiver quand on en a besoin, tout comme en canicule, une pièce qui serait conçue pour être plus fraîche, pour passer les jours les plus chauds. Ouais, et donc la grande tendance des espaces ouverts, aujourd'hui, ça n'aura qu'un temps, selon vous? C'est lié à effectivement un usage d'énergie, à la confiance qu'on a dans des technologies, et ça, malheureusement, cette époque est dépassée. Ouais, vous avez, vous, cette pièce refuge chez vous aujourd'hui? Pas exactement, mais c'est vrai qu'on y pense et si on doit faire des aménagements, ça fera sans doute partie de nos réflexions, ça c'est sûr. Ouais, et pour vous, Vincent, là maintenant, vous, dans votre maison, il y a moins de difficultés, ce sera peut-être plus facile de continuer. Oui. Et le refuge chez nous, c'est un peu le poêle quand on met une bûche dedans, quoi. Effectivement, c'est un très beau refuge. Alors, il y a toujours des gens qui maintenant vous voient, viennent de suivre l'émission et vous regardent avec des grands yeux en disant mais vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse en passer par là. Pour vous, c'est quelque chose qui, avec le prix de l'énergie, va finir par s'imposer, cette obligation de se chauffer autrement? Malheureusement, et malheureusement sur le mot obligation, rappelons déjà qu'il y a toute une partie de la population qui ne sait pas se chauffer aujourd'hui. Et donc n'oublions pas ça. Et dans une certaine mesure, Slow Heat peut peut-être aussi ouvrir des pistes de solutions pour être bien dans ces maisons qu'on n'arrive pas à chauffer. Mais oui, si on avait isolé tout le parc de bâtiments il y a 40 ans ou il y a 30 ans, peut-être que ce projet serait inutile. Mais ce n'est pas le cas. Très bien, merci en tout cas d'être venu une fois de plus expliquer finalement devant nos téléspectateurs ce que vous avez fait pendant 36 mois et ce que vous allez continuer
à faire. Et puis, il y a toujours un site Slow Heat où on peut effectivement glaner des informations si on est intéressé et si on veut aujourd'hui modérer sa consommation de chauffage ou en tout cas se chauffer autrement. Merci d'avoir été sur ce plateau. La semaine prochaine, c'est Cyprien Houdemont qui vous présentera l'émission. À bientôt, portez-vous bien.